Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Début des concertations nationales pour une transition politique au Mali. Un événement organisé le 5 et le 6 septembre par la junte militaire au pouvoir. Partis politiques ou encore organisations de la société civile étaient au rendez-vous. Reprise des négociations autour du conflit en Libye. 2 délégations libyennes ont entamé des discussions le 6 septembre au Maroc pour aboutir à une sortie de crise. Et enfin, il est le candidat du Cameroun pour la direction de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Englebert Zoa Etoundi est l'invité de ce journal. Au Mali, les journées de concertation nationale se sont déroulées le 5 et le 6 septembre. Un événement organisé par la junte militaire sur l'ensemble du territoire en vue de définir une feuille de route pour la future transition politique. Partis politiques, organisations de la société civile ou encore syndicats étaient au rendez-vous. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Pour trouver une issue à la crise au Mali engendrée par le coup d'État militaire du 18 août 2020, le Comité national pour le salut du peuple a convié l'ensemble des Maliens à des concertations nationales. Du 5 au 6 septembre, les Maliens ont discuté du schéma devant aboutir à la désignation des membres de la transition. Il s'agit de contribuer à la reconstruction de notre pays à travers la garantie de la poursuite du processus démocratique. Votre action sera déterminante dans la dynamique enclenchée par le peuple malien vers une refondation de notre nation. Toutes les couches sociopolitiques étaient représentées au Centre international de conférence de Bamako, ainsi que dans les capitales régionales du pays. Les Maliens espèrent une issue heureuse. Je suis venu représenter les Maliens de la diaspora afin qu'on participe pleinement à tous les niveaux à la construction de nouveaux Mali au sein desquels tout le monde va se reconnaître, qu'on ne parlera pas je suis du nord, je suis du centre, je suis du sud. Dans leur discours, ils expriment la volonté d'aller vers une transition rapide et ils ont déclaré qu'ils souhaitent que les thèmes de référence validés aujourd'hui permettent d'aller vers des concertations et que ces concertations permettent de mettre en place les organes de la transition. Le début de la cérémonie a été marqué par un léger incident. Le M5 RFP à l'origine des contestations qui ont abouti au renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'avait pas été intégré dans les groupes de travail, a vivement protesté avant que les organisateurs ne les intègrent dans tous les groupes. C'est une avancée dans les négociations autour du conflit en Libye. Les discussions ont repris ce 6 septembre au Maroc. Autour de la table des négociations se trouvent 2 délégations libyennes, l'une représentant le Parlement libyen et l'autre le Haut Conseil de l'État. L'enjeu de cette réunion, parvenir à une sortie de crise. Un reportage de Ange Bijou Nomagno, notre envoyé spécial à Bouznika pour Africa 24. C'était une première partie réussie pour le dialogue interlibyen. Les 2 parties au conflit se sont retrouvées comme prévu à Bouznika, ville marocaine située à quelques kilomètres de Casablanca. Il s'agit des représentants du Parlement libyen basé à l'Est et le Haut Conseil de l'État basé à Tripoli. La cérémonie d'ouverture a été conduite par le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita. L'approche du royaume, telle que définie par Sa Majesté le roi Mohamed VI, veut que le dossier libyen ne soit pas une question diplomatique ou qu'elle fasse l'objet de dissensions politiques, mais plutôt un dossier relevant du destin d'un pays maghrébin frère. Le Maroc ne dispose ni d'agenda ni d'initiative ou de voix et il n'a jamais accepté de choisir entre les Libyens. Au contraire, il considère toujours que les Libyens sont des frères et qu'ils assument la responsabilité et placent les intérêts libyens en priorité. Les 2 comités de dialogue ont favorablement accueilli le discours de leurs interlocuteurs. Ils ont également exprimé leur volonté d'aller à une paix durable et de mener des efforts en ce sens. Nous promettons à notre peuple libyen que nous ferons de notre mieux pour oublier le passé, dépasser les divergences et aller vers l'édification d'un État libyen capable de mettre fin aux souffrances des Libyens, réaliser la stabilité et espérer édifier un avenir prospère. Cette rencontre devrait déboucher sur une autre rencontre dans les prochains jours à Genève si tout se passe bien. C'est depuis le 28 août dernier que la reprise des négociations était attendue.
Dans l'actualité également, la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, va élire son nouveau directeur général. Une élection organisée le 14 septembre prochain à Dakar, au Sénégal. Plusieurs candidats sont en lice pour ce poste. Le Mauritanien Assel Ould Eli, le Centrafricain Théodore Jousso, mais aussi l'actuel directeur général Mohamed Moussa du Niger. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Monsieur Anglebert Zoa Etoundi, le candidat du Cameroun pour diriger la SECNA. Bonjour Monsieur Zoa Etoundi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Kamish. Monsieur Anglebert Zoa Etoundi, le Cameroun vous a choisi pour diriger la SECNA. Vous avez un parcours professionnel dense, aussi bien national, régional et international. Vous avez été membre du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pendant 8 ans. Vous y siégez encore en tant que représentant permanent du Cameroun. Avec toutes ces expériences à votre actif, quels sont vos projets pour la SECNA ? Madame Kamish, mon projet pour la SECNA est rénovateur. Rénovateur du fait qu'il est basé sur la vision des États membres. Ainsi, les États membres veulent 3 choses importantes pour la SECNA. La modernisation, le leadership et l'expansion. Et je suis parti de ces piliers pour leur proposer 9 axes d'action. Et dans chaque pilier, le premier pilier, qui est la modernité, j'ai regroupé 5 actions importantes. D'abord, la première action, c'est d'être au chevet de ces États continuellement, de façon permanente, les consulter pour avoir leurs besoins et les aider à formuler ces besoins afin que ces États obtiennent les avantages que procure l'aviation. Et comme vous savez, dans l'émergence d'un État aujourd'hui, aucun État ne peut aller vers l'émergence sans avoir une composante de l'aviation. Donc, c'est le lieu pour moi de remercier les pères fondateurs de la SECNA qui, dès le départ, avaient vu l'aviation comme un pilier important dans le développement des États membres. Justement, par rapport à cette élection dont vous parlez, selon vous, quels seront ces enjeux ? Les enjeux qu'auront les États membres, c'est de choisir un leader, un vrai manager, pas les gens qui viennent reciter les choses pensant que parce que tu as été technicien, tu peux venir faire ce genre de défis. Moi, je suis un gestionnaire, comme vous avez vu, j'ai fait mes preuves à l'OACI, je connais la situation mondiale, et c'est ça que j'apporte aux États membres. Et c'est ça le choix qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas à choisir un technicien, ils ont à choisir un vrai leader qui est au courant de comment on manage ce genre d'entité multinationale aujourd'hui. Votre candidature est de taille, votre expérience séduit. Si vous êtes élu à la tête de cette agence, quel sera votre programme pour diriger et pour faire rayonner cette agence au sein du continent ? Dans une organisation multinationale, le rôle du directeur général, c'est de mettre en place une stratégie qui est adaptée à la vision des États. Ce n'est pas à lui de définir la vision. Ce sont les États qui définissent la vision. Et cette vision a déjà été définie dans plusieurs cadres des éléments que les États membres ont communiqués à tout le monde entier. Et là, ma stratégie va se reposer du fait que dès que je prends le RN, je fais l'état de lieu et toutes les actions correctrices vont aller dans le sens de cette stratégie et là, c'est la meilleure stratégie pour mettre cette vision à jour. C'est à la fois le projet phare de la SECNA et de l'Union africaine. L'agence a lancé en 2017 un programme de développement censé permettre d'unifier le ciel africain d'ici à 2032. Où en est ce projet aujourd'hui et est-ce qu'il pourra accuser des retards en raison du contexte de crise sanitaire ? Absolument pas, absolument pas. Je veux dire qu'il y a une confusion. La confusion vient du fait que l'Organisation de l'aviation civile internationale a d'abord établi une politique mondiale qui permet à tous les États de suivre pour qu'on ait un espace aérien mondial sans coupure. Mais
Aujourd'hui, les continents, chaque région l'a adapté pour s'approprier de cette vision. Et c'est là, quand l'Union européenne parle d'un marché unique, l'une des conditions dans le marché unique, c'est d'avoir un ciel unique. Maintenant, quand vous voyez, nous, on a cet outil exceptionnel qui est l'agence en Afrique. Elle a réussi déjà à unifier 18 États. C'est un modèle qu'on peut aujourd'hui donner comme exemple en Afrique. Malheureusement, avec beaucoup de confusion, les États, eux, ils veulent capitaliser sur cet exemple. Et ils demandent une chose au directeur général. Pouvez-vous rendre notre outil plus performant pour que ça soit visible comme exemple? Pouvez-vous faire capitaliser, nous aussi, les États membres, à partir de cette vision? Malheureusement, il y a des cacophonies à gauche, à droite. Il n'y a pas eu un mandat spécifique qui a été donné ni par l'OACI, ni par l'Union africaine à la SECNA. Mais la SECNA, de façon interne, elle doit suivre rigoureusement la conformité avec la politique régionale et la politique internationale en matière de mettre des espaces sans couture, sans coupure. Et deuxièmement, les États doivent capitaliser. Pourquoi? Parce que la SECNA est unique. Est unique dans le sens que, à l'intérieur de la SECNA, on retrouve des espaces communautaires et des espaces non communautaires. Donc nous devons aussi, à l'intérieur de la SECNA, créer un espace aérien sans coupure. Et vous savez que chaque État est de façon individuelle avec une autre architecture. Donc la direction générale doit beaucoup plus travailler afin qu'au niveau de chaque État, qu'il y ait des espaces sans coupure entre les activités communautaires et les activités nationales. Et c'est de ça qu'il faut s'agir. Et c'est mon plié que je compte développer aux États pour que ces États en tirent bénéfice du ciel unique. La SECNA a fêté en 2019 ses 60 ans. Si certains experts considèrent aujourd'hui l'agence comme une réussite africaine, d'autres estiment que des réformes sont encore à entreprendre, ce dont vous avez parlé en début de cette interview. Bien que la France fasse partie de la SECNA, des analystes estiment qu'elle est encore trop présente au sein des organes de décision. Qu'en pensez-vous? Non, c'est tout à fait logique que l'agence s'appuie dans ses États membres. Et c'est ça le premier pilier. Je veux dire, le premier pilier, quand je dis une consultation permanente, si vous avez un État membre qui a des avancées dans un domaine, il est tout à fait normal que la direction générale approche et modèle cela pour de nos autres États membres. C'est ça qui a manqué depuis, parce que les gens n'ont pas cette compréhension depuis 60 ans. Il faut capitaliser, il ne faut pas se mettre dans une situation où on fait des reproches sans proposer quelque chose. Moi, c'est ça que je propose, de venir transformer. La France a une bonne politique en matière d'aviation civile, de transport aérien. Je peux développer cette politique et la remettre aux autres États comme leçon apprise d'un État membre. Moi, je ne vois pas de problème entre la France. Elle a cheminé avec nous depuis 60 ans. Elle était là au départ. Pourquoi aujourd'hui commencer à venir imaginer son départ alors qu'il faut plutôt, elle a encore beaucoup de choses à nous apporter en termes d'expérience. Je peux vous dire, dans l'écosystème de l'aviation, la France, même dans le monde, est l'un des rares pays qui a l'écosystème au complet. La SECNA, ce sont des relations de coopération régionale aérienne pour les pays membres. Une fois à la tête de cette structure, quelle sera votre première action et quelles seront les réformes que vous entreprendrez? Dès le départ, il faut que, sous mon leadership, je renforce ces États pour que ces États puissent voir clairement les avantages que l'aviation qu'ils vont bénéficier de l'aviation pour leur émergence.
Donc c'est tout à fait normal que, n'ayant pas actuellement toutes les données, je vais commander un état de lieu et les mesures correctrices vont être à l'allure de ma stratégie pour que rapidement je puisse relancer la machine. Deuxièmement, vous savez, les investisseurs aujourd'hui, pour investir, ou bien les bailleurs de fonds, les partenaires même, ne font confiance qu'aux structures qui ont une bonne gouvernance mise en place. Un dernier message peut-être que vous avez envie de lancer en rapport à ces élections? Non, mais je propose aux États une stratégie qui va ajouter encore beaucoup d'années à l'agence, parce que je vais créer une valeur ajoutée, je vais améliorer la performance et je vais m'assurer que la pérennité demeure. Et cela englobe que ce soit les ressources humaines, que ce soit les équipements, que ce soit mes clients, qui sont les compagnies aériennes, les opérateurs d'utilisation des aéronefs, que ce soit mes États membres qui sont mes premiers investisseurs, que ce soit mes bailleurs de fonds, je vais les rassurer afin que l'agence soit pérenne. Le choix que les États auront à faire, c'est de choisir entre un diplomate, un leader, et un bon gestionnaire. Le technicien n'a pas sa place. Il ne s'agit pas de venir ici, de vous parler des choses compliquées que parfois ces mêmes techniciens ne comprennent pas comment ça s'agence. Je connais l'élaboration des normes. J'ai été auditeur de l'OACI, c'est-à-dire ceux-là qui vérifient la conformité. Donc, quand je parle de conformité, je sais moi de quoi je parle. Certains se disent techniciens, ils sont même pas, n'ont jamais prouvé où ils étaient techniciens. On n'est pas technicien de bouche, on est technicien parce qu'on est qualifié. Jusqu'à aujourd'hui, mon nom apparaît toujours comme expert de l'OACI, dans des groupes de travail d'experts. Je n'ai pas vu beaucoup qui en sont là. Donc, les États doivent faire confiance à celui qui est capable de faire et non à retourner en arrière parce que les temps à venir seront très difficiles. Ce n'est plus le temps pour des bricoleurs. C'est le temps pour ceux qui savent ce qu'il faut faire et qui connaissent quels sont les enjeux, qui peuvent rassurer, qui peuvent donner confiance et qui vont faire fonctionner les choses. Merci beaucoup, Monsieur Englebert Zoa et Toundi, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le candidat du Cameroun pour diriger l'ASECNA. Merci, Madame Kamiche. L'actualité, c'est aussi la reprise des vols internationaux au Nigeria. Les aéroports de Lagos et d'Abuja ont rouvert leurs portes ce samedi 5 septembre, après 5 mois de fermeture causée par la pandémie de coronavirus. Une réouverture qui s'accompagne d'un protocole sanitaire strict. L'ensemble des passagers sont contrôlés dès leur arrivée. Pour le moment, les aéroports du Nigeria n'accueillent que 4 vols internationaux par jour. C'est l'ancien dieu égyptien Horus qui a été choisi pour être la mascotte officielle de la 27e édition du championnat du monde de handball prévu du 13 au 31 janvier. Un tirage au sort effectué par le comité suprême d'organisation de la Coupe du monde Égypte 2021. Les précisions de José Douglas. Horus, le dieu soleil des anciens Égyptiens. Participation de 32 pays pour la première fois dans l'histoire du tournoi. 4 salles ont été choisies, celle du Stade du Caire, la nouvelle salle de la capitale administrative, la salle du 6 octobre et la salle Burj Al-Arab. La compétition se déroulera en 3 phases. Les choses sérieuses débuteront à partir de la 2e phase. En groupe A, l'Égypte et le Cap-Vert se trouvent avec l'Allemagne. La Tunisie en groupe B se trouve avec l'Espagne, le Brésil et la Pologne. Groupe C, l'Angola est avec la Croatie, le Qatar et le Japon. Les RDC en groupe D avec le Danemark, l'Argentine et le Bahreïn. En groupe F, Portugal avec l'Algérie, l'Islande mais aussi le Maroc. Et en groupe G, la Suisse avec l'Égypte, la République tchèque et le pays d'Amérique du Sud et centrale. L'Algérie et le Maroc qui tombent dans le même groupe. Concernant le Maroc, ce sera un derby, ça reste un match difficile. Même si on a souvent battu nos voisins ces dernières années, honnêtement, nous avons de bonnes chances de nous qualifier, je pense. La sélection nationale entamera sa préparation le 12 septembre par un regroupement assez radis.
sous la houlette du technicien français Alain Porte et de son adjoint Tahar Laban. Nous avons établi un programme qui s'étale jusqu'au mois d'avril. Les 3 premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal qui se jouera en 4 groupes de 6 équipes. Les 2 meilleures sélections de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale. La tâche s'annonce compliquée pour certaines équipes. On aura un programme assez chargé après plusieurs mois d'arrêt. L'année débute par le mondial et on enchaîne avec le tournoi préparatif des Jeux olympiques au mois d'avril en Allemagne. Si on parvient à se qualifier, il y aura un tournoi olympique à Tokyo. Sans parler de la compétition locale et du championnat d'Afrique des clubs que nous allons organiser à Alger au mois de mars prochain. C'est la 2e fois que l'Égypte organise ce rendez-vous après l'édition de 1999. L'équipe nationale qui est inactive depuis le début de la pandémie du coronavirus. Les joueurs ont été soumis au test de dépistage au Centre national de médecine du sport en vue de la reprise des entraînements sous la conduite du sélectionneur français Alain Porte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.